Il y a un joli lac caché à une courte distance de marche de ma maison à Parsonsfield. Je vais y pêcher depuis que j'habite ici. Il est caché loin des routes ou des maisons. Il offre une parfaite intimité et je suis toujours le seul sur le lac à pêcher. En fait, je laisse mon kayak au même endroit près du lac chaque fois que je ne l'utilise pas. C'était plus facile que de transporter l'engin d'avant en arrière entre ma maison et le lac chaque fois que je voulais l'utiliser. Je le laissais toujours appuyé contre cet énorme arbre. Le kayak est assez lourd pour ne pas se renverser à cause d'une tempête de vent ou autre. Je le couvre également pour empêcher les créatures de s'y réfugier. Une chaude soirée d'été. J'étais déjà sur le lac depuis environ 1 heure et j'avais attrapé quelques truites que j'avais jetées dans la glacière. Il y avait le crépuscule à ce moment. La dernière lumière du ciel disparaissait derrière les arbres. J'allais rentrer bientôt et c'est alors que j'ai entendu des bruits venant du bord du lac. Je me suis retourné et j'ai vu quelqu'un debout au bord de l'eau, renversant un baril de quelque sorte, versant son contenu dans le lac. Il me semblait qu'il polluait le lac avec quelque chose. Je me suis permis de crier « Excusez-moi, que faites-vous » La personne a levé les yeux vers moi, puis il a couru dans les bois, laissant le contenu du baril se déverser dans l'eau. J'ai examiné de plus près le liquide versé dans le lac et il ressemblait à un liquide rouge foncé. Il faisait sombre, donc je ne peux pas dire avec certitude à 100% s'il était rouge, mais il était très foncé. J'ai ressenti un sentiment de malaise monter dans tout mon corps. J'ai décidé de partir. Je suis un grand amateur de nature, et voir des gens jeter des déchets ou polluer l'environnement me rend malade. Je ne pouvais pas m'empêcher de crier après cette personne, mais je ne me sentais plus à l'aise ici. Je prévoyais de signaler cela au département de la protection de l'environnement. J'ai pagayé le kayak jusqu'à mon endroit habituel. J'ai retiré tout mon équipement du kayak avant de le sortir de l'eau. Alors que je mettais la couverture sur le kayak, j'ai entendu un seul craquement non loin, comme le bruit de quelque chose sous la chaussure d'une personne. Je me suis retourné et j'étais sur le point de dire « Qui est là ?» Mais j'ai décidé de ne pas le faire. J'ai fini de couvrir le kayak plus vite que jamais. Je ne l'ai même pas dressé pour l'appuyer contre l'arbre cette fois. Je l'ai laissé par terre. J'ai ramassé mon équipement et ma glacière et j'ai commencé à marcher rapidement hors des bois jusqu'à la route qui menait à ma maison. Cela ne prenait que quelques minutes à pied et j'étais de retour chez moi. Je n'ai cessé de regarder par-dessus mon épaule tout le temps, pensant que quelqu'un me suivait. J'ai rapidement mis mon équipement dans le cabanon, puis je suis entré à l'intérieur. Je n'ai jamais autant verrouillé la porte aussi vite. J'étais vraiment effrayé. J'ai rincé les truites et je les ai mises au frigo, prévoyant de les cuisiner demain. Ce soir-là, j'ai simplement réchauffé des restes. Alors que la nourriture était au micro-ondes, il y a eu un coup à ma porte d'entrée. La peur et l'effroi que j'avais ressentis pendant toute la marche de retour à la maison sont revenus en un instant et mon soupçon que j'étais suivi jusqu'à chez moi était essentiellement confirmé. Je veux dire, qui d'autre frapperait à ma porte si tard ? Mes lumières de chez moi étaient allumées, ma voiture était aussi dans l'allée. Celui qui frappait savait que j'étais là. J'avais tous les rideaux fermés, donc personne ne pouvait regarder à l'intérieur. Ils ont frappé de nouveau à la porte. Le micro-ondes a bipé lorsque le minuteur s'est arrêté. Je suis sûr que celui qui était dehors l'a entendu. Toutes les fenêtres étaient entr'ouvertes, puis un instant plus tard, il y a eu un coup à la fenêtre et une voix d'homme a dit à travers la fenêtre « Excusez-moi, je pense que vous m'avez vu au lac plus tôt. J'aimerais simplement m'expliquer. » Il n'était absolument pas question que j'ouvre la porte à cette personne qui m'avait suivi jusqu'à chez moi. Cela me disait que c'était une personne dangereuse. Ils ont tapé à la fenêtre à plusieurs reprises et ont continué à crier « Bonjour » à travers elle. J'ai décidé de lui répondre maintenant qu'il devenait plus agressif. J'ai crié « Yo, pars, ou j'appelle la police ». J'avais l'intention de le faire de toute façon, mais c'était toujours une menace pour le faire partir. L'homme a répondu calmement « Monsieur, si vous pouviez juste ouvrir la porte d'entrée, je vous expliquerai tout. » J'ai répété ma menace et je n'entendais plus sa voix à ce moment. J'ai fermé et verrouillé toutes les fenêtres de la maison et j'ai allumé la climatisation. J'ai également fait un rapport au numéro de police non urgent détaillant à la fois le baril déversé dans le lac et l'homme venu chez moi. J'ai également fait un rapport en ligne au département de la protection de l'environnement. Faire ces 2 rapports m'a vraiment un peu rassuré pour dormir cette nuit-là, mais Dieu merci, je suis un dormeur léger. Au milieu de la nuit, vers 2 heures du matin, j'ai entendu un fracas venant du rez-de-chaussée. Je me suis immédiatement levé de mon lit et j'ai attrapé mon Glock dans le placard. J'ai entendu quelqu'un essayer de monter discrètement les marches en bois grinçantes. J'avais mon Glock chargé en main tandis que je me tenais derrière ma commode, juste à côté de mon placard, visant la porte. J'ai entendu quelqu'un monter très lentement vers ma porte.
Ma porte de chambre est la plus proche des escaliers, donc c'était naturellement la première porte qu'ils allaient approcher. Et bien sûr, j'ai entendu la poignée de la porte se baisser lentement, puis la porte s'ouvrir. Je n'ai vu que la silhouette de l'homme entrer dans la pièce. J'ai allumé la lampe à côté de moi pour qu'il puisse voir mon arme et j'ai crié « Mettez-vous à terre maintenant !» Il a levé les mains en l'air et semblait un instant m'indiquer de me calmer. Il avait une petite lame à la main. Je lui ai dit de la lâcher, mais il a dit calmement « Je m'en vais », et il s'est retourné pour descendre en courant. Je lui ai crié d'arrêter, mais il a clairement pris le pari que j'étais trop effrayé pour tirer. Je l'ai entendu sortir par la porte d'entrée. Je suis descendu pour verrouiller la porte d'entrée tout de suite, puis appeler les urgences. La fenêtre de mon salon était brisée. Il y avait du verre partout sur le sol. J'ai gardé mon attention sur cette fenêtre brisée jusqu'à ce que l'agent de police arrive. J'ai dû expliquer que j'avais déjà fait un rapport non urgent de ce qui s'était passé plus tôt, de peur que le baril parte dans l'obscurité. Je suis allé avec 2 des agents qui sont venus chez moi à l'endroit où j'avais vu cet homme jeter le baril dans le lac, mais après 20 minutes de recherche, il avait disparu. L'homme avait dû s'assurer de ne pas le laisser derrière lui. J'ai donné ma meilleure description de l'homme à la police pour leur rapport. L'homme était de taille moyenne, avec une barbe blanche clairsemée, une calvitie naissante et des lunettes, portant une chemise en flanelle noire et un pantalon noir. Après le départ de la police, je suis resté dans le salon toute la nuit avec mon arme à côté de moi en regardant la télévision. Il n'était absolument pas question de dormir avec une fenêtre brisée et un dingue à l'extérieur. Au matin, mes frères sont venus m'aider à réparer la fenêtre. Mon frère Pierre est resté à la maison tandis que mon autre frère et moi sommes allés à Home Depot pour acheter une nouvelle fenêtre et les pièces nécessaires. Pierre est resté à la maison avec moi pendant quelques nuits jusqu'à ce que les choses se calment. Ma théorie, pas si folle que ça, est que le baril contenait des restes humains, peut-être dissous dans une sorte d'acide. Pourquoi cet homme me suivrait-il jusqu'à chez moi, puis entrerait-il par effraction chez moi pour éventuellement me tuer ? Faites confiance à votre instinct si quelque chose vous semble anormal. Je savais que si j'avais ouvert ma porte à cet homme, quelque chose de terrible aurait pu m'arriver. Depuis que je suis enfant, tous les hommes plus âgés de ma famille m'emmènent pêcher à chaque occasion. C'était comme une sorte de rituel familial. Étant le plus jeune, cela signifiait que j'étais le prochain dans la lignée pour devenir un expert comme tous ceux qui prétendent l'être. Ceux qui prenaient cela le plus au sérieux étaient mon père et son frère Matthew. Nos maisons étaient équipées comme celles que vous avez probablement vues dans les émissions de pêche. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais si vous mettiez un pied dans ma maison, vous sauriez instantanément que mes parents passent plus de temps sur l'eau que sur la terre. C'est en fait son histoire, pas la mienne. Mon père est un gars assez dur à effrayer, mais laissez-moi vous dire, chaque fois qu'il raconte l'histoire, c'est comme s'il était une personne différente. Il n'aime pas en parler, mais de temps en temps, lors d'une réunion de famille ou d'une occasion spéciale, l'un de mes proches lui demande de la raconter, et il le fait. Mon père s'appelle John. Il pêchait avec mon oncle Matthew et leurs amis proches, Kevin, Jeff et Luke. Ils étaient d'un parti tôt, avant même que le soleil ne se lève, en direction d'un endroit éloigné qu'ils avaient tous convenu être un territoire de pêche idéal. Cet endroit se trouvait à quelques heures de bateau de la marina la plus proche, niché dans une sorte de crique isolée que peu de gens prenaient la peine d'explorer. Il était connu parmi eux pour ses basses abondantes et le brochet occasionnel. La journée a commencé comme n'importe quelle autre sortie de pêche, avec le bateau traversant doucement la brume qui montait de l'eau, tout le monde partageant des histoires et des blagues au-dessus du ronronnement du moteur. Ils ont jeté l'ancre dans une crique familière entourée de forêts denses. Luc a été le premier à ouvrir une bière, même s'il était si tôt le matin. Mon père me dit tout le temps que Luc est son ami sauvage, celui qui a tendance à boire un peu plus qu'il ne devrait. Ils ont pêché pendant des heures, les seuls sons étant le bruit des leurres frappant l'eau et leur rire. Oh, et le craquement occasionnel de canettes de bière vides qu'ils buvaient comme de l'eau. Au fur et à mesure que la journée avançait, ils avaient leur lot de prises, chacune déclenchant une petite célébration. Alors que le crépuscule approchait, la lumière commençait à baisser et une épaisse brume se levait de l'eau. Mon père décrit cela comme si le bateau était littéralement avalé par la brume. Kevin, qui était le pêcheur le plus expérimenté du groupe, n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait jamais vu une brume aussi épaisse. Voilà à quel point elle semblait surnaturelle. Jeff, le bouffon du groupe, était presque aussi ivre que Luc, tous deux étant apparemment indifférents à la brume qui les avait emprisonnés. Il commençait à faire sombre. Ils avaient initialement pensé qu'ils pourraient juste attendre que la brume se dissipe, mais elle ne semblait pas aller nulle part.
Mon père et Kevin ont convenu que Matthew devait essayer de conduire le bateau hors de la crique et sur l'océan ouvert où la brume serait probablement moins dense. Matthew a accepté, mais même s'il était généralement le plus prudent, il a à peine évité de heurter la rive. Il a refusé de risquer d'endommager davantage son bateau précieux. Ils ont finalement accepté à contre-cœur l'idée qu'ils devraient probablement passer la nuit sur le bateau. Mon père a souligné qu'ils devraient informer leur famille de la situation et, bien sûr, ils s'étaient éloignés dans une zone de la crique sans signal. Mon père devait gérer des affaires au travail, donc négliger le problème n'était pas une option. Il a proposé de descendre à terre pour chercher du signal, et Kevin et Jeff ont dit qu'ils l'accompagneraient. Matthew resterait en arrière pour garder le bateau et un Luke de plus en plus ivre. Mon père, Jeff et Kevin ont rejoint la rive et ont sauté du bateau, se mouillant légèrement. Mon père a fait un point d'attraper les fusées de secours dans le bateau au cas où ils se perdraient et auraient en besoin de signaler à Matthew de venir les chercher. Les 3 hommes se sont aventurés dans les bois pitch black éclairés uniquement par la lumière de leur téléphone portable. Mon père et ses amis avaient tous l'habitude de camper, donc ce n'était pas comme si une forêt les effrayait trop. Ils ont commencé à monter la colline en espérant que le terrain plus élevé leur donnerait une meilleure chance de trouver un signal. Mon père soulignait toujours à quel point la forêt était sombre et étrangement brumeuse. On pouvait pratiquement sentir la brume se déchirer en la traversant. Alors qu'ils s'habituaient à l'atmosphère dense, une série de bruits de clics étranges a commencé à percer le silence, d'abord émanant directement devant eux, avant de les entourer complètement. Ces sons n'étaient comparables à aucun son de forêt qu'ils connaissaient. C'était rythmique mais erratique, comme si quelqu'un tapait un code destiné uniquement à la forêt elle-même. L'unicité du bruit rendait une chose claire, il était humain. La réalisation qu'ils n'étaient pas seuls les a frappés comme un train. Kevin, le plus expérimenté des 3 en matière de survie en extérieur, a chuchoté urgemment de couper leur lampe de poche. « Ne donnez pas notre position », a-t-il soufflé, avec une note de réelle inquiétude dans sa voix. Dès que les lumières furent éteintes, l'obscurité devint plus épaisse que la brume. Les bruits de clics s'arrêtèrent abruptement, remplacés par un silence qui semblait peser sur leur poitrine. Le temps perdait son sens alors qu'ils restaient figés, incertains de leur prochaine démarche. Je suis sûr qu'ils pensaient tous la même chose. L'idée qu'ils aient pu tomber sur une sorte de rassemblement clandestin ou une secte des bois était terrifiante. Puis, aussi soudainement que cela s'était arrêté, le silence fut brisé par des bruits de froissement. Cette fois-ci, beaucoup plus proches. Puis de nouveau le silence, et un cri guttural résonna à travers les arbres, un son si primal et plein d'angoisse qu'il les cloua sur place avant qu'ils ne puissent comprendre ce qui se passait. Des bruits de pas rapides résonnèrent dans les bois, se dirigeant vers eux. Les 3 hommes prirent la fuite dans la direction d'où ils étaient venus, agissant par peur et par pur instinct. Mon père tira une fusée éclairante derrière eux. La fusée traversa la brume, illuminant la forêt un instant. Les bois étaient aussi clairs que le jour, et le spectacle auquel ils assistèrent était rien de moins qu'horrifiant. Illuminé par la lueur rouge de la fusée se trouvait un groupe de plus de 10 individus vêtus de ce qui ne pouvait être décrit que comme des tenues tribales. Certains brandissaient des lances en bois, mais la lumière de la fusée ne dura qu'un instant. Jeff cria et faillit trébucher, mais Kevin l'attrapa rapidement par le bras pour le maintenir debout. Mon père décrit cette partie comme le sentiment de terreur pure le plus accablant qu'il ait jamais vécu. La forêt semblait lutter contre eux alors qu'ils fuyaient, se baissant sous les branches et sautant par-dessus les racines. Par miracle, ils sortirent de la ligne d'arbres, haletants et désorientés mais vivants. Ils crièrent à Matthew de démarrer le moteur. L'urgence dans leur voix ne laissait place à aucune question. Matthew se conforma immédiatement et le bateau s'élança juste au moment où leurs poursuivants atteignaient la rive. Dans le chaos, mon père tira la dernière fusée en l'air en direction de la rive. L'espace d'un instant, alors que la lumière de la fusée traversait la brume, ils virent leurs poursuivants au bord de l'eau. C'était effroyable. Il devait y en avoir au moins 15, simplement debout, immobiles, au bord de l'eau. La lumière de la fusée s'estompait et il faisait à nouveau sombre. Matthew réussit à s'éloigner en toute sécurité et à arrêter le bateau encore une fois. Une fois le moteur arrêté, les seuls sons étaient ceux de la respiration de Jeff, mon père et Kevin. Mon père dit qu'il n'a pas pu comprendre ce qui s'était passé pendant près d'1 heure. Il fonctionnait à pure adrénaline et instinct de survie. Ils finirent équés par se relayer pour faire le guet pendant que les autres dormaient et partirent dès que la brume se dissipa au matin.
Ironiquement, Luc s'était endormi avant que tout cela ne se produise et ne se rappelait d'aucun des détails de cette nuit. J'en ai encore des frissons à chaque fois que je raconte cette histoire. Je ne peux qu'imaginer ce que mon père doit ressentir en y repensant. Je pêche depuis que je me souvienne. J'ai presque 60 ans maintenant, et même si j'ai pêché des milliers de fois, je ne vois pas de meilleure façon de passer le reste de ma vie. Mes enfants vivent tout leur propre vie et la maison est maintenant calme. On pourrait entendre une épingle tomber. Parfois, les vieux jours me manquent, ceux où je pouvais lancer le ballon avec mes garçons dans le jardin, mais certaines choses ne sont plus dans les plans. Habituellement, je pêche avec mes amis de l'université, mais plus souvent qu'autrement, je me retrouve à y aller seul comme un loup solitaire. C'était l'un de ces moments. Je n'ai pas mis les pieds hors de l'État de New York depuis plus de 15 ans. Je ne vois pas pourquoi. Nous avons certains des meilleurs lacs de pêche du pays et j'ai l'intention de les utiliser pleinement. C'était à la mi-avril, au début de la saison, juste après la fonte des glaces et avant que mai ne frappe. Pour une raison quelconque, j'ai décidé de choisir un endroit plus isolé cette fois-ci, alors j'ai opté pour un lac anonyme au milieu de nulle part qui était assez petit. J'ai conduit 1 heure avant le lever du soleil pour pouvoir être sur l'eau quand le soleil percera. J'ai détaché mon kayak du toit de la voiture et me suis dirigé vers le lac. J'ai pagaillé jusqu'au milieu du lac et admiré les belles couleurs matinales commençant à peindre le ciel. Cela ressemblait à la maison. Vous pouvez être sûr que je n'échangerai jamais une journée comme celle-ci contre quoi que ce soit. Il faisait un peu frais, mais j'ai la peau dure. J'ai pu dire que le soleil était sur le point d'apparaître dans le ciel, alors j'ai commencé à m'équiper. Je visais un bar à grande bouche, alors je me suis dirigé vers le bord extérieur des lits de mauvaises herbes, prévoyant de revenir vers le milieu du lac si je n'avais pas de chance. J'ai utilisé une canne à spinning de 180 cm avec une ligne en monofilament de 9 kg. J'utilisais un dispositif spécial qui est un verre en caoutchouc de 4 mm, ma technique préférée pour attraper les bars à grande bouche. Juste avant de commencer ce qui serait, espérons-le, une belle journée sur l'eau, j'ai remarqué quelque chose d'étrange de l'autre côté du lac. Je ne pouvais pas vraiment voir ce qui se passait, mais je pouvais dire qu'il y avait du mouvement. Au début, j'ai pensé que c'était un autre pêcheur. Mais la curiosité a pris le dessus. J'ai fouillé dans mon sac et sorti mes jumelles que j'utilise pour l'observation des oiseaux. J'ai regardé à travers le lac et il y avait 3 silhouettes vêtues de couleurs sombres et de capuches couvrant leur visage. On aurait dit qu'ils creusaient un trou ou quelque chose au bord du lac. J'ai continué à regarder. Ils ont terminé leur trou et alors que je m'attendais à ce qu'ils y mettent quelque chose, ils ont en fait le contraire. L'un d'eux a sorti quelque chose du trou que je ne pouvais pas distinguer même avec mes jumelles. Ensuite, les 2 autres ont fait de même, retirant quelques autres choses que je ne pouvais pas vraiment voir. J'étais vraiment confus. Puis je les ai vus commencer à jeter les objets dans le lac, chacun faisant un éclaboussement distinct en frappant l'eau. Quelque chose n'allait pas. Soudain, une vague de peur m'a envahi. Je ne savais pas qui étaient ces individus, mais j'ai commencé à penser qu'ils pouvaient être dangereux. Je ne savais pas quoi faire. Heureusement, ils ont commencé à partir sans me remarquer. J'ai pensé à détourner le regard, mais je ne pouvais pas m'y résoudre. J'ai attendu qu'ils disparaissent dans les bois et ai lentement pagayé dans leur direction. Je tremblais à ce stade. Je suis arrivé à l'endroit où je pensais qu'ils avaient tout jeté. J'ai commencé à pêcher, mais cette fois, je ne cherchais pas à attraper des poissons. Je cherchais autre chose entièrement. J'ai cherché pendant environ 1 heure sans succès. Je devais essayer autre chose. J'ai réfléchi en essayant de trouver une solution, et tout à coup, j'ai pensé à mon détecteur de profondeur. Je l'avais rangé dans ma Volvo. J'étais déterminé à ce moment-là. Je suis retourné à la rive, revenu à ma voiture, récupéré le détecteur de profondeur et pagayé de nouveau vers l'endroit. Je transpirais abondamment à ce moment-là. J'ai tâtonné pendant un moment, ne sentant rien d'autre que le fond mou du lac, et puis j'ai senti quelque chose de dur, quelque chose de métallique. J'ai mémorisé l'endroit et attrapé ma canne. J'ai retiré le montage et l'ai remplacé par le plus grand crochet que j'avais. J'ai laissé le moulinet descendre lentement, mon doigt capteur sentant le léger mouvement de la ligne. 50 ans d'expérience en pêche se jouaient dans cette prise unique. J'ai ressenti une légère résistance dans la ligne. Elle avait touché quelque chose. J'ai bougé la ligne lentement, espérant pouvoir l'accrocher à ce qui se trouvait là-bas. Après environ 1 minute, la ligne a tiré un peu plus fort que la normale. J'étais accroché. J'ai mouliné lentement, prenant soin de ne pas lâcher ma prise. Ce que j'ai sorti de l'eau m'a fait frémir dans mes bottes. Je fixais le 9 mm noir au bout de ma ligne.
Ces voyous avaient jeté une arme dans le lac. Je ne me sentais plus en sécurité. Je n'ai même pas pris la peine de chercher les autres objets. J'ai remonté l'arme dans mon kayak, prenant soin de ne pas la toucher, et je suis parti à toute vitesse. Dès que j'ai atteint la terre ferme, j'ai appelé la police. Ils ont lancé une enquête complète et récupéré plusieurs autres choses inquiétantes du lac. J'ai insisté pour les regarder mener leurs recherches car je devais savoir ce qui se trouvait au fond de ce lac. Ils ont trouvé un porte-clés avec environ 7 clés dessus et un tas de vieilles pièces étrangères de différents pays enveloppées dans un tissu. L'objet le plus sinistre qu'ils ont trouvé, cependant, était un médaillon. Il était détrempé, donc les photos à l'intérieur étaient fanées et indéchiffrables. La police m'a dit qu'elle me contacterait si elle connectait ces points à un quelconque crime. Ils ne m'ont jamais rappelé cependant, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Un soir, je ne sais plus combien de jours après cet incident, j'ai entendu quelqu'un dans mon jardin dire « C'était la voiture, je le sais ». Et puis des gens rôdaient autour de ma cour. Ils n'ont jamais sonné à la porte ni frappé, mais j'ai entendu plusieurs personnes faire le tour de ma maison. Puis ils sont partis. Je ne sais pas si c'était les mêmes personnes, et si c'était le cas, je n'ai aucune idée si on m'observe à chaque fois que je quitte ma maison. J'ai de nouveau alerté la police, espérant que cela rouvre l'enquête, mais encore une fois, rien n'en est ressorti. J'ai encore tellement de questions. Pourquoi ces objets seraient-ils enterrés en premier lieu, et pourquoi ces gens reviendraient-ils juste pour les déterrer et les cacher à nouveau ? Peut-être qu'ils ont réalisé qu'il y avait plus de chances qu'ils soient trouvés dans le sol, alors ils sont revenus et les ont jetés dans le lac. Ou peut-être que ces objets étaient dans ce trou depuis des années, et ils ont décidé de les déterrer pour une raison quelconque. En fin de compte, c'était la chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée, empêchant tout au long de ma vie. Je traversais des phases de différentes passions. Je choisissais quelque chose qui m'intéressait, m'y obsédais pendant 1 an environ, puis trouvais quelque chose de nouveau pour me divertir. Pendant l'été 2022, j'étais à fond dans la pêche. À environ 1 heure de route se trouve une maison de bord de mer que ma famille possède depuis des décennies, située sur l'eau avec une lagune et un petit Boston Whaler. Mes amis et moi faisions souvent des excursions là-bas pour pêcher et simplement nous détendre. C'était en octobre suivant l'été, lorsque mes 2 amis Kevin et Ariane ont décidé d'aller à la maison de bord de mer pour un week-end pour essayer d'attraper du bar rayé, car ils sont abondants pendant les mois d'automne. Kevin était un pêcheur passionné, ce qui était une des grandes raisons pour lesquelles je me suis lancé dans cette folie de pêche en premier lieu. Malheureusement, pendant cette période, notre bateau était hors de l'eau pour maintenance, donc nous devions pêcher depuis la plage et les quais. Ce n'était pas un problème, puisque Kevin avait tout l'équipement nécessaire pour le faire. Nous nous sommes réunis un vendredi après-midi et j'ai conduit tout le monde là-bas. Lorsque nous sommes arrivés, nous avons pêché pendant la journée depuis différents quais le long de l'Inlet. La nuit est tombée et seul l'un d'entre nous avait attrapé un poisson, et bien sûr c'était Kevin. C'était juste un petit bar, rien de trop excitant. Déçus par notre chance, nous avons décidé de rester éveillés tard pour pêcher depuis la plage pendant la nuit. Kevin a dit qu'il connaissait un bon spot de plage à environ 15 minutes. Cela nous emmenait sur une route déserte avec des bois de chaque côté. Cela débouchait sur une petite aire de stationnement en gravier, ou du moins ce qui semblait en être une. Kevin a dit que, puisque nous devrions marcher un peu jusqu'au spot, nous devrions tout prendre maintenant, pour ne pas avoir à revenir à la voiture pour quoi que ce soit. Nous avions prévu de rester éveillés pour voir le lever du soleil, alors nous avons paqué en conséquence. Nous avons marché environ 5 minutes le long de ce sentier qui s'ouvrait sur une immense plage. Nous avons installé le camp qui consistait en des chaises de plage, un haut-parleur et 2 glacières, l'une remplie de glace pour les poissons et l'autre remplie de snacks, d'eau et de bière. Kevin a apporté ses énormes cannes à pêche idéales pour la pêche de plage ainsi que des porte-cannes que vous enfonciez dans le sable. Il avait aussi de petites clochettes qui se fixaient à la pointe de la canne pour vous avertir de tout mouvement. Nous avons tous jeté nos lignes, décapsulé quelques bières et commencé à patienter. En 2 heures, chacun d'entre nous avait attrapé des poissons de taille décente, ce qui a définitivement allégé nos esprits. Nous passions un bon moment, la musique à fond, sachant que personne n'était autour sur cette plage déserte. En pleine conversation, Ariane s'est arrêté de parler, a baissé la musique et a tourné la tête à gauche. Il a demandé si nous avions entendu cela, à quoi nous avons répondu « Entendu quoi ?» Il semblait se concentrer sur quelque chose pendant 1 seconde, puis a dit « J'ai entendu quelqu'un crier quelque chose ». Nous avons évidemment pensé qu'il hallucine ou qu'il nous faisait une blague, mais il a insisté sur le fait qu'il avait entendu quelqu'un crier quelque chose qui ressemblait à un yo ou un hey.
Peu importe, cela semblait improbable, étant donné que nous étions sur une plage cachée à 1 heure du matin. Alors il a rapidement oublié cela et notre conversation a repris. Cela nous a néanmoins rendus plus attentifs. Quelques minutes plus tard, juste après que j'ai relancé un nouvel appât, j'ai remarqué quelque chose du coin de l'œil. Il y avait quelque chose sur la plage au loin, mais je ne pouvais pas dire ce que c'était exactement. Les autres l'ont remarqué aussi, au fur et à mesure que cela se rapprochait. Nous avons réalisé que c'était une personne marchant vers nous. Nous sommes devenus silencieux et avons éteint la musique. Il est venu vers nous. C'était un homme blanc d'âge moyen, peut-être 40 ou 50 ans. Il portait une veste bleu foncé avec un chapeau et une capuche relevée. La façon dont il s'est approché de nous était vraiment bizarre et il avait ce regard intimidant sur son visage. Nous avons dit « Quoi de neuf ?» un peu maladroitement. Il nous a simplement fixés pendant. Nous nous sommes échangés des regards, pensant qu'il allait essayer de nous voler. Il n'aurait jamais pu s'en prendre à nous trois, cependant. La cloche sur l'une de nos cannes a brisé le silence, nous indiquant que nous avions peut-être accroché un poisson. J'ai dit « On en a un peu dirigé vers tout le monde, mais surtout vers cet homme étrange dans l'espoir qu'il réagirait comme une personne normale. » Je suis allé vers les cannes et ai remonté un petit bar. Lorsque je suis revenu pour décrocher le poisson, cet homme s'était retourné et était parti. Nous avons regardé sa silhouette sombre disparaître dans la nuit. Nous nous sommes assurés d'avoir toutes nos affaires, puis nous nous sommes assis et avons simplement discuté de combien cette rencontre était étrange. Il nous a quittés sans nous faire de mal, alors nous avons conclu qu'il n'était qu'un homme bizarre qui, heureusement, ne fait plus partie de nos préoccupations. Nous avons gardé la musique éteinte par précaution et avons ouvert quelques autres bières pendant que notre conversation passait à d'autres sujets. À un moment donné, en regardant l'horizon, j'ai cru entendre quelque chose au loin. Il m'a fallu une seconde pour réaliser ce que c'était, mais une fois que j'ai compris, mon cœur a chuté. C'était une alarme de voiture. Je savais que c'était la mienne. C'était la seule voiture sur ce parking et il n'y avait probablement pas de maison à des kilomètres à la ronde. Nous avons commencé à paniquer et avons décidé de courir jusqu'à la voiture, laissant toutes nos affaires derrière nous. Cela nous a pris quelques minutes pour y arriver et quand nous l'avons fait, j'étais complètement bouleversé. Mes pneus avaient été crevés et la vitre du côté conducteur avait été brisée. J'ai immédiatement appelé la police et leur ai dit notre position et la situation. L'opératrice a demandé si je savais qui avait pu faire cela et nous avons dit qu'un type louche était venu vers nous pendant que nous pêchions. Elle a demandé si je savais où il était allé et j'ai répondu « non ». Juste au moment où je disais cela, nous avons entendu des bruissements dans les bois autour de nous. Mon cœur est monté dans ma gorge. Je me sentais piégé. Nous avons couru frénétiquement sur environ 200 mètres le long de la route et nous nous sommes cachés dans les arbres. J'ai dit cela à l'opératrice et elle a dit de rester cachée et de garder le silence. En moins de 10 minutes, nous avons vu 2 voitures de police passer à toute vitesse avec leurs gyrophares allumés. Nous sommes retournés à la voiture et avons vu 3 policiers fouillant la zone. Plusieurs choses avaient été volées, y compris mon portefeuille, de l'argent qui se trouvait dans la boîte à gants et le reste de l'équipement de pêche de Kevin. Ils ont trouvé un grand couteau au sol à proximité qu'ils ont pris pour les empreintes digitales et les preuves. J'ai raconté toute l'histoire avec mon adrénaline encore à son apogée. Ils ont dit que nous avions été intelligents de fuir et de nous cacher, car il est très probable que cet homme nous voulait du mal. Ces paroles m'ont fait apprécier ma vie tellement plus fort désormais. Les officiers nous ont fait sentir en sécurité et ont été assez gentils pour nous aider à ranger l'équipement et à le ramener. Ils ont pris nos informations et nous ont ramenés à la maison. Nous sommes restés éveillés toute la nuit à réfléchir à ce qui venait de se passer. Ce matin-là, Arian nous a trouvé un trajet vers le nord et j'ai récupéré ma voiture du garage quelques jours plus tard. À ce jour, c'est de loin l'expérience la plus effrayante que j'ai jamais vécue. Ce qui était censé être une sortie de pêche normale est devenu une épreuve terrifiante qui m'a coûté des centaines de dollars en dommages. Je n'ai jamais reçu de rappel de la police, ce qui signifie que ce type est probablement encore dehors. Inutile de dire que j'ai abandonné la pêche comme passe-temps et je n'y ai plus jamais touché.